bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre magazine. Ce magazine des débats et d'analyse de l'actualité politique, l'actualité qui a dominé la semaine et aujourd'hui, l'actualité est dominée encore par cette guéguerre entre la coalition FCC Cash. Et notre question principale de ce jour, c'est jusqu'où ira la coalition FCC Cash. Nous allons analyser la guéguerre entre les ministres des Finances ainsi que les directeurs des cabinets. Nous allons nous interroger si les ministres du FCC, dont celui des Finances, sont-ils instrumentalisés pour bloquer l'action du chef d'État, comme lui l'avait souligné dernièrement à Londres. Et puis, nous finirons avec cette guéguerre entre l'UDPS et PPRD, les partis phares du cash qui se règlent des comptes à travers la place publique, à travers leurs secrétaires généraux. Et dans cette émission, nous avons aujourd'hui deux acteurs politiques qui sont de deux partis phares de la coalition FCC Cash. Il s'agit bien sûr de M. Mikobi, qui est cadre de l'UDPS. Bienvenue. Merci. Premier vice-président fédéral de l'UDPS. Et à côté, à ma gauche, nous avons pour la première fois sur ces plateaux M. Roger Matesso, qui est donc cadre du PPRD, qui est chargé de communication, c'est ça? Le chef de département de communication et médias. Et médias du comité provincial exécutif. Voilà. Alors, bienvenue dans cette émission et je crois que la population est contente de vous voir parce que vous êtes les concernés par l'actualité de cette semaine. Et tout allait bien jusqu'à cette déclaration il y a à peu près une semaine et demie du chef de l'État à Londres devant la diaspora, le chef de l'État qui a fait allusion à certaines lettres de démission qui auraient été signées par les ministres du FCC, des lettres de démission que la plateforme pourrait utiliser pour déchoir les ministres s'ils n'obtempéraient pas des instructions de ce regroupement, les FCC donc. Est-ce que ces lettres, est-ce que ces instructions que les ministres ne pourraient pas respecter sont de nature à contrecarrer l'action du chef de l'État? C'est notre question principale, en tout cas, dans cette émission. Je préfère commencer avec M. Mikobi, vice-président fédéral de l'UDPS au Katanga. Qu'est-ce qui ne va pas? Question principale, y a-t-il vraiment des ministres instrumentalisés par les FCC, votre partenaire, pour contrecarrer l'action du chef de l'État? Instrumentalisé, peut-être c'est trop fort. Ce qui est vrai que nous sommes dans une coalition qui est d'ailleurs une réalité première dans la République. Il y a des égarements, il y a des maladresses. Et alors la question est celle de savoir est-ce que ces maladresses sont dues aux réactions personnelles des individus, donc des ministres, dont il est question ici, ou alors ce sont des instructions reçues de l'ordre de leur famille politique. Alors ce sont des questions que le Congolais se pose, ce sont des questions que nous tous nous posons, et c'est la question que le chef de l'État a repris pour dire qu'il y a des malaises, il y a des plaintes, il y a des hésitations. Alors lui qui dirige, en principe, nous sommes en République démocratique du Congo. Si vous lisez très bien la Constitution, je l'ai toujours dit, et ça en tant que politologue, quand vous lisez très bien la Constitution, vous allez constater que le vrai Premier ministre du gouvernement, c'est le président de la République. Parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel qui est un régime, comme on dit, une déformation du régime présidentiel. Et le Premier ministre, il suit la vision du chef de l'État. Bon, il s'est fait que la réalité congolaise nous a donné une problématique où, à l'Assemblée, le chef de l'État, son parti n'a pas eu la majorité des députés. Et les députés sont d'une autre famille politique. On a eu à composer.
Il n'est pas facile que dès que vous commencez quelque chose qui n'existait pas, que vous puissiez vous entendre facilement, parce que chacun d'abord a sa nature, chacun a une philosophie, une idéologie. Ce sont ce couac-là. Et quand ça apparaît dans peut-être un retard, ça peut être un simple retard de n'avoir pas respecté la procédure administrative par rapport aux finances, parce qu'il s'agit de ministre de Finances, alors tout peut prêter à l'interprétation. Donc, jusque-là, nous disons, comme l'a dit d'ailleurs le chef de l'État lui-même, qu'il observe. Le chef de l'État à Londres n'a pas dit qu'il y avait une crise. Il a dit qu'il a des informations. En tant que dirigeant, il a des informations qu'il observe, il constate. Lorsqu'il va constater qu'il y a une crise, et si cette crise persistait, à ce moment-là, il peut agir. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de crise, parce que quand il est revenu, vous avez vu dès le premier jour, il a été avec son gouvernement autour de lui, il a instruit et il a insisté pour dire, voici l'impression que les Congolais et les Congolaises ont de notre coalition. Alors, comme la coalition est autour de la vision du chef de l'État, voici ce que je veux, et la conséquence, c'est que celui qui ne fera pas ce que nous voulons ici, il va être sanctionné. Voilà. La même question à M. Roger Matesso. Est-ce qu'il y a existence d'abord des lettres qu'on aurait fait signer au ministre? Est-ce qu'il y a-t-il un complot au sein du FCC pour contrecarrer l'action de l'actuel chef de l'État? Oui, messieurs les journalistes, laissez-moi d'abord vous faire observer qu'en venant ici, la question principale était cette problématique par rapport à la dissolution ou non, nous allons y arriver. La crise ou pas entre FCC et tout consort, bon, qu'à cela ne tienne. Je suis très flatté personnellement par le propos très responsable de mon compatriote Mikobi, surtout lorsqu'il dit avec élégance et sincérité qu'il n'y a pas de crise. Effectivement, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. C'est ce qui arrive quand les personnes humaines, les personnes cohabitent, et même les arbres. Il arrive de moment que les branches puissent se toucher, se frotter. Ce n'est pas pour autant qu'il y a péril en la demeure. Vous faites allusion à l'existence de certaines lettres. J'aurais été très rassuré si sur ce plateau, ou lui, Mikobi, ou vous personnellement, vous m'auriez montré un exemplaire de ces lettres qui existerait. Mais parce que c'est le chef de l'État qui en a fait allusion, je peux accepter, sous réserve bien sûr, des preuves. Je peux accepter, puisque c'est une grande personnalité, que ces lettres existent ou pas. C'est juste pour maintenir la discipline du groupe. Vous savez, chez nous, la réussite est fonction de la discipline. Notre groupe est dirigé par un général, par un militaire, vous le savez. Joseph Kabila, c'est un militaire. Et le militaire tient beaucoup à la discipline pour réussir. Mais quant à dire que l'existence de ces lettres serrées dans le projet macabre de bloquer qui que ce soit ou quoi que ce soit, là je dis non. Non, pourquoi, messieurs les journalistes? Au terme de l'article 90 de notre Constitution, c'est le gouvernement qui élabore son programme. Le programme qui existe, qui est en train d'être exécuté, c'est le programme du gouvernement Ilunga-Ilunkamba. Après, bien sûr, concertation avec le président de la République sur la politique générale du pays. Donc, en amont, le Premier ministre définit la politique générale du pays en concertation avec le président, et ils rentrent au niveau du gouvernement où ils élaborent
un programme d'action soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale, chose qui a été faite. En ce qui nous concerne, la réalité, c'est que le programme auquel nous faisons allusion, c'est un programme concerté entre les deux familles politiques en coalition. C'est-à-dire, il y a eu une délégation des hauts cadres, de hautes personnalités de l'UDPS et de l'UNC, donc de CACH, et une haute délégation du FCC qui ont réfléchi sur un programme commun qui devait amener le bonheur du peuple congolais. Lequel programme a été entériné par le président de la République, lequel programme a été présenté au niveau de l'Assemblée nationale, où il a été largement, je dis bien, largement adopté. Voilà, vous le dites bien, ce programme. Alors, s'il vous plaît, je termine et je chute. Qu'il y ait aujourd'hui deux assassins de ce même programme, si on vous permettez le terme, c'est-à-dire un géniteur qui veut tuer sa propre progéniture, ça c'est une aberration. Vous savez que dans cette coalition FCC-CACH, nous serons tous ensemble comptables de l'échec ou de la réussite en 2023. Oui, mais... Puisque c'est notre programme commun, c'est notre enfant. Oui, mais vous le dites bien, mais lorsque le président de la République parle, il dit qu'il y a une seule personne qui sera comptable devant les peuples d'ici 2023, et c'est lui. Et c'est lui qui a l'impression d'être bloqué. Et vous dites qu'il n'y a pas de crise. J'entends, vous êtes tous deux avec un discours modéré, mais nous les voyons à travers les médias. Il y a les dirables du chef de l'État qui s'est mobilisé pour dénoncer des blocages qu'il aurait constatés dans l'actuel gouvernement. Il a évoqué même les cas du gouvernement Tchibala où tout allait bien. Mais pourquoi, lorsqu'il y a un gouvernement de coalition qui arrive, les choses ne marchent plus bien, les sautes-moutons sont bloqués, les programmes de 100 jours est bloqué? Qu'est-ce qui se passe? Que veut le FCC? Oui, il faut connaître bien la réalité des choses. Lorsque ceux-là qui sont pour la thèse selon laquelle il y a crise stigmatisent peut-être, disons, le comportement du ministre des Finances, ils peuvent avoir raison. Moi, je vous dis, nous qui avions travaillé dans des entreprises et partout, les financiers sont toujours des bêtes noires. Il n'y a aucun financier qui est bon. Monsieur Kouette, non, ce n'est pas Kouette Clément, c'est les Yagouli, puisque Kouette aussi est du portefeuille aussi, voilà. Il est mis en accusation aussi. Monsieur Sélé Yagouli, après que le chef de l'État ait pris contact à New York avec donc les institutions du Bretton Woods, FMI et Banque mondiale, ces derniers se sont transportés jusqu'à Kinshasa, où ils ont eu des séances de travaux. Et au cours de ces séances, il a été arrêté que désormais, pour que l'argent sorte, il y avait des conditionnalités. Il fallait que le ministre des Finances donne son aval. Il fallait que les circuits de dépenses soient respectés. Et le ministre des Finances a traduit cette obligation de nos partenaires financiers, a traduit cela par une instruction. Instruction qu'il a répercutée au niveau des banques. Donc, c'est quelque chose connu du président de la République. Ce n'est pas un blocage. Ce n'est pas un blocage, c'est une rigueur nous imposée par nos partenaires. Alors, dans le cas de la transparence. Monsieur Mikobi, n'est-ce pas,
vous n'entrevoyez pas un déficit de communication à la présidence de la République, comme ça a été souligné les dernières semaines? Comment se fait-il que des mesures appliquées dans le cadre du respect des instructions du chef de l'État, parce qu'il veut obtenir des fonds des institutions de Bretton Woods, pourquoi ça doit être considéré comme un acte pour bloquer son action? Même les directeurs des cabinets du chef de l'État n'est pas au courant que cette mesure d'austérité est faite pour favoriser l'action du chef de l'État. Y a-t-il pas un déficit de communication à la présidence? Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'il y ait un déficit de communication. Et non, je pense que tout est dans le paquet de l'ajustement de nouveaux mariages, comme on peut le dire dans le pays. Je reviens par rapport à sa réaction. Je commence par faire observer qu'il a dit que le chef du FCC est militaire. Non, il est ex-militaire. Ça, il ne faudrait pas que nous puissions induire la population en erreur. Il est ex-militaire parce qu'il avait démissionné pour être candidat. Dans notre constitution, il est interdit aux militaires d'être candidat. Il avait déjà démissionné de ses fonctions. Peut-être ce qu'il a voulu dire, c'est dans le comportement. Oui. Quelqu'un qui est passé par l'armée, il est sévère. Est-ce que cette sévérité est comprise de la même façon que ceux qui sont avec lui? C'est ainsi que peut-être dans les actes qu'il pose, il y a une peur parce qu'on n'a pas bien compris la logique. Il vous a dit, il existe des lettres, mais ces lettres, si elles existent, c'est pour des raisons de discipline. Mais ce n'est pas pour... Non, il a dit si elles existent. Ah oui, et au conditionnel. C'est serré. Voilà. En principe, c'est toujours le français. Vous avez vu, même le président de la République, il a parlé au conditionnel. Il a dit aux gens, jusque-là, nous travaillons, je constate que les choses marchent. Mais s'il y a blocage, je vais constater moi-même qu'il y aura crise. Donc, c'est toujours le conditionnel, mais la compréhension de gens est très difficile. Mais maintenant, à votre question de savoir s'il y a déficit, je dis qu'il n'y a pas de déficit de communication. Mais comment un DIRCAB peut pointer dans les médias étrangers, tout comme nationaux, un ministre qui est chef de son département et qui est en train de faire son travail? Cela ne devrait-il pas se régler, par exemple, dans un conseil des ministres? Dans notre régime, nous avons, quand vous observez bien, au sein même de l'exécutif national, un ministre, en dehors de son poste de ministre, qui est un poste politique et administratif, lorsqu'il prend une procédure qui a tendance à ralentir ou à retarder la décision de la hiérarchie, c'est à lui de faire les pas. Je crois que dans la procédure administrative, c'est comme ça. Vous avez un chef, il a donné une décision. Le Premier ministre. Ben, vous savez que le directeur des cabinets du chef de l'État, il a rang de Premier ministre. Ça veut dire rang de Premier ministre, oui, c'est dit dans la Constitution. C'est ça la correspondance administrative. Non, tout ne doit pas apparaître dans la loi. Non, mais il la loi qui traduit. Le ministre rend compte au Premier ministre. La loi qui équilibre les pouvoirs politiques dans nos institutions arrive à équilibrer. C'est ainsi que vous trouverez un conseiller de la République, un conseiller spécial à rang de ministre. Le directeur des cabinets... Là, c'est sur le plan de la préséance, mais administrativement parlant, est-ce qu'un ministre a des comptes à rendre à un DIRCAB? Non. Parce que dans ce cas... Quand vous demandez des comptes, ça c'est autre chose. Quand le ministre doit, ou bien le Premier ministre doit raconter le chef de l'État, il passe par qui? Là, c'est la procédure. Il doit passer par le directeur des cabinets. Voilà, mais comment le directeur des cabinets n'est pas au courant ça veut dire que, voilà, ça veut dire que, soit c'est le ministre un ministre qui n'est pas allé vers le directeur des cabinets pour expliquer sa position et son comportement par rapport aux décisions prises par le chef de l'État, il peut être mal compris et accusé peut-être gratuitement. Parce qu'on a constaté, dernièrement, quand on a visité le saut de mouton, que le peuple est en train d'inaugurer de lui-même là-bas. On a vu qu'il n'était pas question du retard dû
au paiement par le ministre des Finances, mais il était question qu'il y avait des petits travaux, il y avait encore 2 avenues qu'il fallait ouvrir non, mais par un cantonnage manuel. Le ministre des Finances a fait le bilan. Et que ces travaux n'étaient pas prévus au départ. Voilà. Donc il y a eu exécution de 2 programmes au même moment, le programme de 100 jours et le programme pour lequel le budget avait été voté. Donc ça c'était un programme accessoire. Je crois que c'était accessoire. C'est l'éducation que nous devons donner au peuple congolais aujourd'hui. Tous ceux-là qui vont nous suivre, ceux qui viendront après nous, ils vont vivre cette situation. Vous passerez les élections au mois de décembre, ça sera déjà fait du budget de l'année qui se termine. Voilà. Vous êtes voté président de la République, vous devez attendre la formation d'un gouvernement. Mais pendant que vous êtes là, vous devez gérer. Voilà. Vous devez gérer, vous devez poser les actes. Mais quand on pose ces actes-là, on les insère. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit un programme d'urgence de 100 jours. Voilà. Ce programme a été intégré par celui du gouvernement. Alors, ça prend du temps. Mais il faut avoir le temps d'expliquer aux gens. Peut-être ce sont ces explications qui ont manqué, qui engendrent ce que vous appelez déficit communicationnel. Voilà. Et lorsqu'il y a ces déficits communicationnels, oui, ça peut engendrer des manifestations dans la rue, des injures contre vos partenaires. Comment tout ça, ça se gère? Par exemple, maintenant que vous comprenez que le ministre a tout expliqué et qu'il n'a pas tort, il n'est qu'en train d'aider les chefs de l'État, pourquoi pas l'expliquer dans vos manifestations à des militants? Non, mais vous savez, qui doit expliquer? En principe, c'est vous aussi, la presse. Nous avons constaté qu'au Congo, la presse, nous avons beaucoup plus d'attachés de presse que des journalistes d'investigation et d'information qui peuvent donner les éléments en dehors des hommes politiques que nous sommes. Parce que quand moi je suis de l'IDPS, lorsque vous venez me poser la question sur quelque chose qui concerne mon parti, la première chose, c'est quoi? Je me défends. Voilà. Je me défends. Mais en me défendant, il peut y avoir donc une erreur qui me concerne, mais que je ne saurais pas vous dire. Voilà. Il en est de même de ceux qui sont en face. Ce qui est vrai que nous sommes venus d'abord dans un climat de méfiance totale. Oui. Nous sommes en face de mon frère Mathias aussi. Quand nous passions à la presse, qu'est-ce qu'on faisait? On se tirait dessus. Voilà. Donc, il faut d'abord que ce travail, vous verrez que ce travail, au niveau du président de la République, du sénateur à vie, Joseph Kabila, il se fait sans heurte. Mais quand on descend au niveau du secrétaire général, comme vous avez dit, il y a un décalage de compréhension et d'interprétation. Voilà. Donc, ce qui fait qu'à la base, on ne peut pas facilement nous comprendre. Voilà. Il faut un peu du temps. Et bien sûr, si nous devons expliquer, en venant à la presse, la population congolaise, je vous l'ai dit, elle est à 60% illettrée. Il nous faut du temps pour descendre partout. Et même le déficit énergétique aussi, c'est parce que nous sommes allés aux élections, nous avons cette réalité. Vous pouvez prendre cette histoire, même nos amis qui prétendent être de l'opposition. Ils ne sont pas sincères, ils ne peuvent pas comprendre que, d'abord, pour que nous puissions parler le même langage, il fallait qu'il y ait un dépassement pour effacer ou diminuer la méfiance entre nous. Hormis cette histoire du ministre des Finances, il y a une autre opinion du chef de l'État qui a suscité des réactions, et des réactions qui ont été également mal prises. C'est donc cette dissolution de l'Assemblée nationale qui a mis l'eau dans qui a mis le feu à la case, parce qu'en partant en Europe, les chefs de l'État n'avaient aucun problème avec sa coalition, mais c'est après son adresse devant la diaspora qu'il y a eu des problèmes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que chaque fois que les chefs de l'État va à l'étranger, il y a toujours dans sa communication quelque chose qui fâche? On peut donner les cas des États-Unis où il avait parlé des déboulonnés, en France où il a parlé des rétrocommissions, et à Londres on parle maintenant de cette révision, de cette dissolution ou dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que, M. Matesso, vous êtes d'accord avec ceux qui disent que le chef de l'État est lui-même à la base de la déstabilisation de sa coalition?
Non, il n'est pas à la base de la déstabilisation, puisqu'il n'y en a pas une. Mais permettez d'abord, avant d'arriver à cette question, que nous puissions préciser, puisque je viens de retrouver ici une copie de la lettre du ministre des Finances, lettre du 26 novembre 2019, adressée à l'Union, à Monsieur le Président de l'Association congolaise des banques, qui interdit donc les emprunts. S'il vous plaît, oui, concerne procédure d'endettement public. Voilà. Procédure. Donc, dans son deuxième paragraphe, il dit « En vue de respecter cet engagement, je vous demande donc de suivre et de vous conformer à cette procédure. Voilà. » Et lorsque le directeur de cabinet, par rapport à cette lettre, il va tout droit pour dire que tel refuse de décaisser de l'argent, là c'est une mauvaise voie manifeste. Et connaissant le président de la République, je crois qu'il doit lui avoir fait observer cela. Puisque c'est une lettre qui est claire. L'un des grands problèmes du Congo, c'est le non-respect des engagements. Et ces messieurs, vraiment, c'est un monsieur d'abord qui vient de la BESECO. Et le puis ministre de Finances, voilà. Il vient de la BESECO, il vient du ministère des Finances où il a travaillé avec Matata Ponyo, que vous connaissez pour sa rigueur, et aujourd'hui, c'est lui qui est le patron des finances. Alors, il connaît bien les exigences du FMI, des institutions de Bretton Woods. Alors, lorsqu'il transmet de telles instructions et qu'on confonde d'une manière délibérée que non, le ministre des Finances refuse de débloquer de l'argent, là, c'est tout sauf la mauvaise foi. Voilà. Donc, c'est une mauvaise foi, donc. Et quand ça vient, s'il vous plaît, quand ça vient d'un directeur de cabinet, c'est lui qui est censé, parce que c'est quand même la deuxième personnalité de cash et qui est aux côtés du chef de l'État, qui dirige toute l'administration de la présidence. Est-ce que vous n'êtes pas de ceux qui disent que le président serait mal entouré? Vous l'avez dit. Alors, messieurs les journalistes, revenons à cette fameuse communication du président à Londres. À mon sens, c'est une communication où le chef d'abord, il a utilisé le conditionnel. Lorsqu'on utilise le conditionnel, c'est-à-dire il y a doute, il y a contingence, ça peut ou ne peut pas. Alors, cela a appelé quand même, de notre part, une certaine réaction. Pas pour méconnaître au chef de l'État le prérogative de dissoudre la Constitution, mais tout simplement pour compléter tout simplement sa pensée. Oui, sa pensée. Par rapport à la Constitution. Oui, puisque sur pied de l'article 148 de notre Constitution, le chef de l'État, après concertation des responsables d'autres institutions, il peut prononcer la dissolution, mais sous condition. Tout simplement ça. Et Madame Janine Mabunda s'est permis tout simplement de souligner les conditions, parmi lesquelles il faut qu'il y ait une crise, pas une crise entre Kabila et Tshisekedi, entre Mateso et Mikobi, entre Kabund ou Néhémie Mouilania, non, mais une crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et encore faut-il que cette crise soit persistante, c'est-à-dire le chef en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il a osé une première fois de juguler cette crise sans succès, une deuxième, une troisième, pourquoi une dixième fois? C'est seulement après qu'il peut se dire, bon, comme cette crise persiste entre ces deux institutions, pour permettre à la nation de vivre, je dissous. Et cette réaction est... Et ça, c'est après concertation. C'est considéré comme un manque de respect par rapport au chef de l'État. Lorsque le chef de l'État parle, c'est toute une institution. Il fallait que la présidente de l'Assemblée se taise. Mais lorsque Joseph Kabila parlait ici, qu'est-ce que mon aîné Mikobi ne disait pas sur tous les plateaux des choses? Mais Kabila, on lui a donné tous les noms des oiseaux
tous les noms d'insectes. C'est une personne. Nous, on a compris que c'est ça la démocratie. Donc, messieurs les journalistes, et lorsque je rapproche le prescrit de cette disposition de l'article 148 à la réalité même de notre pays, c'est-à-dire, vous avez le gouvernement où le FCC est majoritaire, largement majoritaire, dirigé par Ilunga Ilunkamba, non conflictuel. Vous avez le Parlement. Là, je vois le Sénat et l'Assemblée nationale. Largement majoritaire, dominé par le FCC. Sous la coupe de Janine Mabunda. Mabunda, non conflictuel de par son éducation. Tous les deux, sous la coupe de Joseph Kabila, croyez-vous qu'il y aura une crise un jour? Voilà. Avec la discipline qu'il y a chez nous? Voilà. À moins que le monde puisse tourner à l'envers. Mais si le monde est monde, avec Janine Mabunda à l'Assemblée nationale et avec la majorité FCC, au gouvernement avec Ilunga Ilunkamba et avec la majorité FCC, il n'y aura pas de crise. Voilà. Alors, M. Mikobe... Et moralité ou corollaire de la non-existence de la crise, c'est que ça ne sera jamais dissous. Voilà. Il l'a dit, les chefs de l'État étaient au conditionnel, mais la réaction de Janine Mabunda a été considérée comme un manque de respect par notamment les secrétaires général de l'UDPS. Pourquoi? Oui, la première chose, c'est que, de un, Janine Mabunda n'a pas réagi au conditionnel. Elle a dit qu'elle rappelait justement les articles. Oui, mais elle a dit qu'elle ne prenait pas position. Non, elle rappelait. Mais vous savez que vous avez la responsabilité. Lorsqu'il donne l'exemple que du temps où M. Kabila était président de la République, nous disions tout. Nous sommes autorisés de dire ça. Un membre d'un parti, un autre peut être autorisé. Mais quand vous êtes au niveau de l'institution, vous devez savoir contrôler le langage. Est-il interdit au président de la République d'expliquer aux Congolais, et surtout aux Congolais de la diaspora? J'ai commencé par dire, nous venons de deux groupes qui étaient totalement méfiants et opposés. Et en dehors de la base interne au niveau national, la grande base de pression était le diaspora. Et ce diaspora n'a pas, en tout cas la maîtrise, ou n'a pas compris le fond de la coalition. Mais quand le chef de l'État est là, il a l'obligation d'expliquer. Voilà. Et lui parle au conditionnel. À ce moment-là, lorsque vous êtes présidente d'une institution, je crois que vous devriez contrôler même le style de français. Elle ne peut pas rappeler les dispositions constitutionnelles, juste les lire? Non, je ne sais pas si vous avez suivi, moi personnellement j'ai suivi la déclaration et j'ai dit non, elle n'a pas fait ce que... Vous allez vous souvenir que tout le tiraillement qui ont donné l'impression qu'entre FCC Cash ça ne marche pas, sont partis du Parlement. Ça a commencé par les députés de Kolwezi, monsieur, je ne sais pas encore le nom, c'est Yavo qui... Et suivi de... Mais qui s'était excusé. Alors vous voyez, il y a eu aussi Jean-Marc Kabound qui a fait des déclarations, lui avait refusé de s'excuser. Non, Jean-Marc, regardez, lui a déclaré, donc il a fait ses déclarations au sein de l'hémicycle. Mais Jean-Marc, quand il vient parler, il enlève sa casquette de l'hémicycle, il vient parler en tant que président du parti parce qu'il est sous pression de combattants, il doit se prononcer. Ne pas le faire, c'est se mettre soi-même en danger par rapport au parti. Mais est-ce que c'est lui qui est député? Des casquettes pour brûler la case? Non, on n'a pas brûlé. Vous avez vu que cette réaction-là a pu recadrer les choses. Même la réaction du secrétaire général par rapport à la réaction de Mme Mabunda. Nous-mêmes, nous avons écrit, moi-même j'ai tweeté, j'ai dit, elle n'a pas le droit de donner des leçons au chef de l'État. Ne fût-ce que pour l'harmonisation, le respect entre institutions. Elle n'avait pas le droit. Vous savez, quand le journaliste que vous êtes, quand vous nous tendez le micro, il suffit seulement que vous puissiez perdre le contrôle, vous déclarez
ce qui peut vous tourmenter. Voilà. Alors, donc, la faute n'est pas au niveau du rappel. Parce que s'il était question du rappel, elle aurait dû commencer par ce que le chef de l'État a dit parce que c'est constitutionnel. Et dire aussi au conditionnel. Cela peut arriver dans telles conditions. Mais pour effectivement qu'il y ait dissolution, il faut encore une autre condition. Le conditionnel, elle allait continuer avec le conditionnel dans son discours. Elle a perdu ce contrôle de langage, de style de français, pour créer un climat malsain. Et vous le sentez? Donc, le fait que la première et la deuxième réaction sont parties du Parlement et on dirait qu'elle se sentait déjà être menacée. Parce que quand on dissout le Parlement, ce n'est pas son problème. C'est le problème de l'institution. Si l'institution ne fonctionne pas, c'est une crise qui est constatée au niveau du pays. Alors il faut sauver le pays, ce n'est pas l'individu. Mais tant qu'il n'y a pas de crise, les individus doivent réserver parce que c'est ça qui peut engendrer la crise. Voilà, une crise qui, donc jusqu'aujourd'hui, est difficile à avoir avec l'FCC majoritaire. Jusqu'aujourd'hui, regardez, sous Joseph Kabila, oui. Pourquoi Vital Kamerhe est parti du Parlement? C'est parce qu'il avait seulement dit nous n'avons pas été consultés pour éviter l'armée rwandaise au Congo. Et il a perdu le poste. Est-ce qu'il avait tort? Est-ce que la procédure ne l'autorisait pas? C'est le fait qu'il l'ait déclaré. Pourquoi? Parce qu'il a le temps de rencontrer le chef de l'État en tant que président de l'Assemblée pour dire « Excellence, ceux qui sont passés, d'accord, mais vous auriez dû aussi nous consulter. Voici ce que nous consultons. Voilà les dangers. » Là, l'institution agit comme conseil. Mais quand l'institution ne joue pas ce rôle-là, il le déclare en public, ce qui n'a pas été bien mûri, ça engendre des frustrations. Ce sont ces frustrations-là. Voilà. Donc, à ce moment-là, le climat devient tendu, mais nous estimons que nous sommes de grandes personnes. Vous avez vu, vous avez entendu d'ailleurs des déclarations de part. Chez eux, j'ai vu que c'est le président national de la Ligue des jeunes qui a parlé, qu'il n'y a pas de crise et nous devons consolider la coalition. Et nous, à travers la retraite ici, on est revenu que nous devons consolider la coalition en évitant tout ce qui est sensible dans les réactions. Donc, ce sont des efforts. Et au finish, ce sont des comportements normaux par rapport à la première expérience. Nous devions nous comprendre. Oui. L'homme pointé du doigt, c'est souvent Joseph Kabila, qui n'a pas parlé depuis le début du mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Ça fait maintenant plus d'une année depuis son discours, son dernier discours à la veille des élections. Il n'a pas parlé. Mais pourtant, les combattants, lorsqu'ils manifestent, on les avait vus même ici à Lubumbashi, il n'y a pas une semaine, sur des motos, le mariage est fini. Kabila ne veut pas que Félix réussisse. Comment allez-vous faire pour extirper cette opinion-là des têtes de vos combattants? Vous avez suivi, Mateso a dit que chez eux, c'est la discipline et les mêmes disciplines militaires. C'est-à-dire, à un certain moment, c'est un message. Quand on dit aux gens comme ça, les gens peuvent aussi croire aveuglément à ce message-là. Ce qui fait que les gens peuvent dire que dans le camp de Joseph Kabila, rien ne peut se faire sans lui. Or, ceux qui sont avec lui sont des humains, ils ne sont pas dans son esprit et dans sa logique. Parce que vous allez constater, les combattants ont dit, les réactions des combattants, ça c'est normal. Il n'y a pas que lui qui est harcelé. Regardez les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur le président Félix. Maintenant, les combattants ont dit le mariage est fini. Et le conclave de Kinshasa, la retraite, dit quoi? Le secrétaire général, quand il a parlé, a-t-il dit que le mariage est fini? C'était en face et devant ces combattants. Donc, il y a une phase d'éducation que nous devons, de part et d'autre. Vous avez vu hier, on s'est affrontés. Nous sommes allés même attaquer nos permanences. PPRD et IDPS. Mais aujourd'hui, c'est une contradiction verbale. Demain, ce ne sera pas encore le cas. Ouais. Nous avons un temps d'éducation. Nous allons amener nos combattants à comprendre. Oh, voilà, on l'espère bien, mais en tout cas, ce n'est pas le cas pour le moment parce qu'il y a encore des invectives entre l'UDPS principalement et les PPRD.
Et la dernière en date, c'est donc cette accusation faite à un membre du PPRD en insinuant ou bien en déclarant tout bonnement qu'il serait en train de filer les chefs de l'État. C'est donc l'ancien administrateur général de l'ANER qui a donc réagi. Cette accusation que cette personnalité, une grande personnalité du PPRD serait en train d'aller partout où le président de la République allait pour savoir ce qu'il allait faire, est-ce que ça ne reflète pas la méfiance qu'il y a encore du côté de vos partenaires, l'UDPS? Monsieur le journaliste, permettez que je place encore un petit mot par rapport à la coalition, puisque c'est très important. Vous savez, le président Félix, c'est un président qui arrive et qui a suscité beaucoup d'espoir dans le peuple. Puisque quand il y avait une situation et que vous venez pour dire « je viens pour changer cette situation », donc quelque part, vous suscitez un espoir énorme. Mais il s'est fait malheureusement que les attentes du peuple ne sont pas encore rencontrées. Et le peuple peut avoir raison. Une deuxième difficulté, c'est lorsqu'il va à l'extérieur, devant un auditoire, qui veut entendre ceci ou cela, pour essayer de caresser l'auditoire dans le sens de ses poils, parfois le président, il se permet de dire ce que l'auditoire veut entendre. Je vais déboulonner. Vous voyez, cette phrase nous a émus. Hein, nous a émus, c'est-à-dire le président va maintenant nous déraciner, le président qui est de tout le monde, il va nous envoyer, je ne sais pas, au Rwanda ou je ne sais où, pour que nous soyons des apatrides. Alors, il faut fournir un grand effort. Il faut avoir été confronté à de telles situations. Vous savez, nous qui gérons des petites organisations telles que les syndicats et tout consort, il arrive des moments, vous arrivez, vous voyez que la salle est crispée, il y a une tension dans la salle, et vous vous demandez, je dois commencer par où? Alors, les combattants de l'UDPS sont très exigeants, comme tout le peuple en général, même moi. J'attends que ce changement-là arrive. Que je vive d'une manière heureuse, que mes enfants restent dans un bonheur. Donc, monsieur le journaliste, que le peuple comprenne tout simplement que lorsqu'il arrive, par exemple, à Londres, le président de la République, il n'y avait pas que des applaudisseurs. À côté, il y avait des gens avec des banderoles. Il fallait lire ce qui était écrit et entendre ce que ces gens prononcent comme mots. Quand vous arrivez dans une telle ambiance et que vos émissaires ou vos limiers, puisque le président se fait toujours précéder par les limiers qui vont aller ramasser pour lui ce qui s'est dit, les différentes opinions, lorsque vos limiers vous disent « voilà, président, ici, attention, il y a ça », et pour ne pas peut-être vous casser les dents, vous adaptez aussi votre discours par rapport... Bon. Donc moi je le comprends dans ce sens-là. Voilà, il n'y a rien de grave, mais seulement nos amis de l'UDPS doivent fournir un effort, puisque vraiment les malentendus viennent souvent de chez eux, donc de la populace, comme on peut appeler, et prêtez-moi ces mots. Et parfois, vous savez, du secrétaire général même de l'UDPS. Oui, parfois, dans le sens d'adapter toujours le discours, puisque le public, parfois, il est exigeant, il aime entendre certains mots. Et quand vous êtes leader, parfois, vous vous laissez emporter par le vœu du public. Ce n'est pas si grave. Le grand problème, et c'est ce qui fonde ma satisfaction au cours de cette émission, c'est que le camarade Mikobi, et j'espère que la plupart des cas de l'UDPS, sont conscients que cette coalition n'est pas une faiblesse, ni de l'UDPS ou du FCC, mais c'est une nécessité impérieuse pour
la survie même du Congo en tant qu'État. Je ne cesserai jamais de le répéter. Il y a des fauves qui guettent le Congo, prêts à bondir à la moindre occasion. Et aujourd'hui, Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi constituent les duos des nationalistes qui sont en train de résister face à tous ces vautours qui veulent dépiécer le Congo tel une proie. Mais pourquoi le langage est-il différent par rapport à leur lieutenant Emmanuel Ramazani Shadari, votre secrétaire général, le secrétaire général Kabonde de l'UDPS? Écoutez, ne parlez pas tout simplement des FCC et CACH. Voilà. Même à l'interne du PPRD, par exemple, c'est un problème de leadership. Vous croyez qu'à l'interne, on ne se cogne pas? On se cogne. Nous sommes en politique, non? Donc, cela mettait dans ce compte-là que même à l'interne à l'UDPS, mais Kabouya et Peter et Jacquemin Chabani, vous n'entendez pas? Alors ne vous étonnez pas qu'entre FCC et CACH, qu'il y ait de telles situations. Mais l'essentiel est que nous puissions à chaque fois transcender et privilégier ce qui nous unit. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est l'UDPS qui dérange plus le président que ses adversaires politiques? Parce que chaque fois, ce sont les militants du CACH qui sont dans la rue, notamment ceux de l'UDPS. Je crois que dire que le combattant dérange le président, ou... non. Nous devons nous comprendre. C'est pourquoi je dis nous avons besoin d'une pédagogie. Je reprends un peu ce qui est sa référence. Il dit, le président aux États-Unis dit, je vais déboulonner. Vous avez senti que, sincèrement, il a dit, ils étaient dans les mois dépassés, ils se disaient, oh, ils vont être chassés. Mais comment ils vont être chassés alors que ce sont des Congolais d'origine? Mais le déboulonnement concernait, et le président l'avait bien dit, je vais déboulonner le système. Mais quand on déboulonne le système, hier, il ne nous était pas facile de passer les émissions politiques. Aujourd'hui, vous voyez comment on laisse l'opposition. Et nous prenons du temps. Il y avait des émissions politiques. Oui, il y a même des candidats qui se sont retrouvés. Non. On se retrouve toujours. Attendez, cette émission existe depuis 2016. Oui, 2016, n'est-ce pas? Oui, mais avant 2016. À la naissance de même avant 2016, on se retrouvait toujours. On se retrouvait toujours une seule chaîne qui est Mwangaza. Mais la vérité est que celle-ci n'existait pas encore. Voilà. Pourquoi? Quelque part, il y avait aussi le frein dit au système, pas à l'individu. Non, peut-être que le propriétaire n'avait pas de moyens à ce moment-là pour... Vous pouvez comprendre aujourd'hui qu'à l'époque, pour tenir ne fût-ce qu'un meeting de salon, la mairie pouvait vous interdire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous pouvez écrire maintenant, j'ai une manifestation politique, vraiment à 48 heures, la mairie vous dit, prenez les dispositions pour respecter l'ordre public. On vous laisse tranquille. Donc, ce sont des choses que nous avons vécues. On verra à la veille des élections prochaines, lorsqu'il sera question de réélection. Donc, le déboulonnement dont on parle, hein, c'est le changement de mentalité. Il faut que chacun de nous, là où il est, qu'il sache abandonner ce qu'il considère de négatif. Lui, il peut s'examiner. Moi, je peux m'examiner. Il peut s'examiner, vous pouvez vous examiner. Vous allez constater qu'il y a quelque chose qu'il faut déboulonner de vous-même. Mais l'incompréhension, l'inconnu fait peur. Hein? Voilà. Comment justifiez-vous les invectives projetées par le secrétaire général de votre parti contre des membres du PPRD? Actuellement, il y a une polémique autour de la résidence du secrétaire général du PPRD. Pourquoi cette guéguerre entre des alliés qui Ça, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Je n'ai pas entendu. Moi, j'ai suivi le secrétaire général. Il n'a pas parlé de la résidence. Qui a parlé de Kalev, par exemple, qui s'est promené partout, guetté, demandé pourquoi le chef de l'État était par-ci, par-là, dans plusieurs pays. Et preuve à l'appui, il répond en disant que c'est faux. Pourquoi cette guéguerre? Qui a répondu que c'est faux? Qui a répondu que c'est faux? Kalev a dit que c'est faux. Il ne s'est pas déplacé dans tous les pays où a été le chef de l'État. Je sais qu'il a parlé de la gymnastique politique.
le secrétaire général politique, il peut parler de quelque chose dont il a peut-être les informations ou dont il veut savoir ce qui se passe réellement. Ça ne veut pas dire que c'est une décision pour les guéguerres. Mais par rapport à un tant que allié... nous sommes ensemble, non, tant il vous a dit, il a évoqué les cas de chez nous, il a dit que même au PPRD, bien qu'il n'a pas cité des cas précis, mais je sais qu'au PPRD, que sont devenus des concepteurs comme des Bochap. Est-ce que vous entendez parler des Lumano et tous les autres, des Mova Sakan, que sont-ils devenus par rapport à Chadari? Vous pensez qu'ils sont contents? Très contents. Ils sont contents. Très contents. Ce sont, non, pas très contents. Ce sont des gens qui se tirent. Même chez nous, il y a ces guéguerres. Tant qu'on est dans une communauté humaine, on aura toujours à se contredire. Mais le problème, c'est est-ce que la contradiction nous amène à quoi? À l'opposé ou à la contraire? Voilà. Donc, c'est normal pour une vie communautaire. Voilà. Et le secrétaire général du PPRD a dit qu'on mettrait les pays... il déstabiliserait le pays au cas où il paralyserait. Voilà le mot. Au cas où il arrivait un mal au président du conseil d'administration. Albert Yuma. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi peut-on paralyser un pays? Voilà le contexte dans lequel il parlait. Voilà. Chadari, il s'adressait aux jeunes, je crois, au cours d'une matinée politique. Vous savez que Yuma, avec Félix et Joseph, constitue, si je peux élargir le cercle, le trio. Le trio qui est en train de faire échec au plan machiavélique des impérialistes. Yuma, c'est l'artisan du code minier. Si Joseph Kabila donc, c'est toujours le code minier qui lui crée beaucoup de pépins. Et Yuma, c'est cet artisan, c'est cette cheville ouvrière du code minier. Yuma a des problèmes, non pas avec Félix, mais avec les impérialistes, les puissances. Vous vous rappellerez qu'au mois de juin ou de juillet 1998, Joseph Kabila a passé plus de 10 heures avec 8 patrons de ce monde. Vraiment le numéro 1 de toutes les grandes entreprises minières de ce monde. Donc les faiseurs des rois. Seuls contre le 8. Ils lui ont tout proposé. Mais l'enfant de Laurent Désiré Kabila et Sifa Magna a été intraitable 10 heures durant. Il leur dit, niet, le code minier doit être d'application. Et 48 heures après, il le signa. Moi, je vous dis, d'aucuns ont parlé de l'indépendance économique que Joseph Kabila venait de donner. Et c'est l'un des acquis qu'il a légué Je pensais que c'est pour ça à Yuma. C'est pour ça que Yuma a des problèmes, non pas avec Félix, le président de la République, mais avec les impérialistes. Voilà. Et Chadari, il dit, si Yuma est touché parce qu'il sait que les tireurs de ficelles sont des impérialistes, et Cash, et FCC, donc tout le peuple congolais, seront debout pour défendre leur indépendance économique. Non, non, mais paralyser le pays, est-ce que ça dit la même chose? Défendre leur indépendance économique. Vous ne savez pas que l'ordre vient du chaos. Ordre, ob chaos. L'ordre vient du chaos, monsieur. Voilà. Et en entendant un classique, bon, voilà, un haut cadre de l'UDPS, il justifie, du PPRD, pardon, il justifie cela par le fait que l'UDPS elle-même a toujours tenu ce même genre de langage. C'est un parti de nationalistes. Et nous sommes tous de social-démocrates. On n'a jamais reproché à ceux de l'UDPS. Vous, comment vous considérez ces propos? Non, personnellement, là, je n'ai pas approuvé personnellement les propos du secrétaire général Chadari parce que
la question dont il était traité par rapport au comportement de Yuma, ce n'est pas un problème du code minier. C'est par rapport aux 200 millions. Et nous avons dit qu'il a les droits, il bénéficie de la présomption d'innocence, mais il doit se défendre devant la justice. Mais quand il est entre les mains de la justice, quand il est auditionné, quand il est contrôlé, pourquoi on doit paralyser le pays? Même si c'était les impérialistes qui les poursuivaient. Mais est-ce qu'il faut paralyser le pays? Mais, non. Il a expliqué paralyser, c'est dans l'essence de défendre l'indépendance. Non, ça c'est une justification politique. Vous allez constater que le secrétaire général Chadari, généralement, a des discours. Il n'y a pas longtemps, il a parlé de hyperkit. Là, vous n'avez pas évoqué ça. Est-ce que ce n'est pas cette ambiance-là devant les candidats, comme vous avez justifié pour les chefs de l'État? Une fois, là, il a dit, si ceux qui m'ont fingi, maman, vous voyez un peu. À un certain moment, oui, mais on doit habiller. Ce n'est pas politicien devant la masse. Quand vous êtes devant la masse, vous devez habiller, et c'est ce que je fais comme reproche à Mme Mabounda là-bas, vérifier le langage. Parce que quand vous paralysez le pays, vous pensez que les impérialistes qui sont représentés par les États-Unis, voilà, ils vont être inquiétés? Nous arrivons à la fin mais de c'est vous qui payez les pots cassés. Une conclusion par rapport à ce sujet et, La conclusion, c'est que nous sommes dans le mariage FCC-Cash tant que le président de la République et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas dit non à cette coalition. La coalition existe. Mais nous disons, nous, il y a beaucoup plus d'avidité de prendre et de tout prendre, nous devrions doser. Nos frères du FCC, il y a trop de, comment dire, trop de peur de conserver tout. Et c'est ce qui nous amène parfois vers les méfiances, la peur et les bousculades. Mais nous devrions nous assurer, comme il l'a dit tout au début là, nous devons reconnaître aujourd'hui que dans 2023, le FCC, les cash, nous aurons du compte à rendre devant le peuple et le président de la République le premier. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, à ce moment-là, dans les actes, d'abord travaillons. Réussissons d'abord ce que nous avons promis au peuple et la compétition électorale viendra après. Voilà. Mais si nous bloquons maintenant par peur, alors demain, ça veut dire que nous allons préparer le lit de l'adversaire. Voilà, M. Roger Matesso, votre conclusion? Oui, moi je serai très bref pour tout simplement dire que le FCC soutient la coalition FCC Cash. Nous soutenons le président élu Félix Antoine Tshisekedi avec son gouvernement dirigé par le professeur Ilunga Ilunkamba. Loin de nous une quelconque idée démoniaque de bloquer quoi que ce soit puisque le programme est nôtre. Et en 2023, nous serons tous les deux avec Cash pointés par nos amis qui sont dans la soi-disant opposition aujourd'hui. Et le peuple va nous compter ensemble d'une manière indistincte. Voilà. Quant aux soubresauts que nous sommes en train d'observer, ceux-là sont vraiment inhérents à toute vie commune des êtres vivants. Voilà. Alors, cette émission est terminée. Notre question principale était de savoir jusqu'où irait la coalition FCC Cash. Vous l'avez entendu des bouches de deux cadres, du PPRD et de l'UDPS. La coalition a encore un chemin à faire. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, vendredi et samedi, aux heures habituelles. Merci d'avoir suivi cette émission. À la prochaine. Merci, Dynamique. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. 1 heure, hein?